Bonjour à tous. Le but de cette formation est d'optimiser la gestion de son cerveau, son mental, soit son conscient et son inconscient, afin de performer sa réflexion à chaque instant. Ainsi, cette gestion contrôlée permet de limiter ses marges d'erreur envers la pensée créatrice de la gérance de sa vie. Cette formation se déroule en 3 parties distinctes, bien que développées sur ce même audio. Durant la première partie, nous définirons l'intelligence humaine. En deuxième partie, nous définirons le cerveau de l'être humain. Le but de cette deuxième partie est de comprendre comment le cerveau peut s'enrichir ou s'abrutir. Et dans la troisième partie, nous expliquerons comment nous en servir. Donc avant tout, en première partie de préambule, définissons de manière explicite l'intelligence humaine. On dit que l'être humain est plus intelligent qu'un ordinateur parce que l'ordinateur il peut dire oui ou non, tandis que l'être humain il peut aussi dire peut-être. Cela est faux, l'être humain ne sait pas dire peut-être. Lorsqu'on nous pose une question de positionnement, de choix, une question fermée, j'ai 3 réponses possibles. Oui, non ou je ne sais pas. Si je dois faire un choix gauche ou droite, si je ne choisis pas, cela revient à dire peut-être. Alors je reste en attente, ne peux avancer sur le chemin gauche ou droite. Le peut-être est donc un je ne sais pas, je suis bloqué. Reprenons notre ordinateur. Nous sommes d'accord que nous pouvons créer plus de possibilités qu'une machine. Autrement dit, si on suit mon raisonnement, l'être humain saura dire oui ou non, comme l'ordinateur, mais plus finement. Plaçons-nous au-dessus de l'intelligence humaine, dans une intelligence surhumaine qui dépasse nos limites de capacité de connexion neuronale. Car si des penseurs humains ont pu penser être intelligents au point de savoir dire peut-être plus qu'un ordinateur ou un animal ou un arbre, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à estimer correctement l'intelligence humaine. Comment puis-je jauger une chose sans être supérieur, plus riche, plus capacitif qu'elle? C'est bien impossible à niveau égal, au même niveau, je ne peux pas savoir. C'est comme si je disais par exemple qu'un homme est supérieur à un autre, impossible, aucun fondement ne peut valider cela. L'être humain ne peut pas se juger lui-même. Il ne peut qu'uniquement être au service de son intelligence. Et il l'est en permanence. Sinon, c'est qu'il n'utilise pas son intelligence correctement, cas où il perd immédiatement son intelligence pour s'orienter vers la bêtise par l'ego. Séparation avec le tout. Ce qui conduit au non-respect de la conscience collective et déconnecte cet être humain de l'unicité de l'univers. C'est ce qu'on appelle un endormi. Il ne pense plus correctement, cherche de l'assistana, incapable de croire en ce qu'il est. Il ne se fait plus confiance, particulièrement dans son raisonnement. Par suite, pour prendre conscience de l'existence d'une intelligence surhumaine, il nous faut donc faire exactement l'inverse de ce que je viens de dénoncer, refuser l'ego illusoire et séparatiste, éventuellement s'ouvrir à une proportion comparative. C'est-à-dire que, vu nos limites intellectuelles, nous pouvons comprendre le surhumain seulement par le ressenti spirituel. Cet accès est rendu possible grâce à une seule chose, la foi, où on pourrait dire arriver à penser comme un Dieu par soi-même. Du point de vue terre-à-terre, tout ce que je vous explique dans cette formation est extraordinaire, ces informations sortent du conventionnel. Comment peut-on faire cela? En acceptant qu'en chaque être humain, il y a une partie divine qui le dépasse. Autrement dit, nous sommes capables de tout comprendre de notre nature humaine. Dans cette partie divine qui nous dépasse, il y a le mystère. Mais la vie est en partie mystérieuse, irrationnellement magique. Donc si j'ai une foi suffisamment développée, je peux partiellement penser comme Dieu. Et cette partie est ma part de conscience collective dont nous faisons tous partie. Et de cette conscience collective, cette source d'intelligence surhumaine existe car je suis une partie de la connaissance de l'univers. C'est très concret tout cela. Si mon âme mourrait, tout disparaîtrait. C'est pour cela que notre âme est éternelle. Et du coup, elle est hors de l'espace-temps matérialisé. Donc mon âme, dont moi en tant qu'être humain est une partie, est bien une partie du tout, comme elle l'est aussi de la connaissance de l'intelligence surhumaine. Reprenons notre proportion comparative. L'être humain a un oui-non plus fin qu'un ordinateur, ce qui le fait plus intelligent. Il va être plus précis dans les réponses, plus capacitif. Si je mets mon intelligence au niveau de l'ordinateur, je peux le faire car qui peut plus peut le moins, je m'imagine abruti endormi. Je constate alors qu'il existe en effet une intelligence supérieure à la mienne, celle d'un faux être humain qui aurait plus de connexions neuronales que moi, un oui-non encore plus fin. Donc le système est bien proportionnel et peut donc être infiniment répété. Je vais spécifier nos limites de capacité réflective, soit nos limites de capacité à dire oui ou non. En fait,
lorsqu'on me pose une question, je peux répondre oui, non ou je ne sais pas. Prenons le cas où nous avons suffisamment identifié la situation et nous avons ainsi assez d'éléments informatifs justes pour pouvoir nous positionner. Autrement dit, on va pouvoir éventuellement répondre par oui ou non. Et c'est de cet éventuellement qu'on voit nos limites. Car à un moment, je vais saturer mon mental, je n'ai pas assez de force intellectuelle ou de concentration pour proposer une réponse juste qui me correspond. J'arrive donc à mes limites de capacité à dire oui ou non. Par exemple, si quelqu'un m'insulte, cela ne peut pas me toucher intellectuellement car cela glisse sur moi, je considère que la personne a amené ce qu'elle veut. J'ai donc réussi à répondre oui. J'ai répondu oui dans le sens où j'ai déconsidéré ces mots, j'ai réussi à tenir mon intelligence assez fortement afin de ne pas me faire embarquer par quelque chose qui m'éloignerait de mon alignement, me déconcentrerait, pourrait m'amener à la colère, me déstabiliserait. Mais si 10 personnes m'insultent à répétition, à un moment je vais arriver à saturation et je vais leur dire non. Stop, cela suffit, je ne supporte plus. Je suis poussé à bout et arrive à mes limites d'acceptation de mon premier choix qui au début m'allait bien. C'est-à-dire que je ne voulais pas être impacté par les mots de la première personne m'insultant, bien sûr. Concernant l'intelligence des machines, vous avez peut-être un doute comme quoi la machine peut remplacer l'homme. Rassurez-vous, c'est faux. Il n'y a que si l'homme accepte que la machine rentre beaucoup dans sa vie, qu'à ce moment-là, il va lui accorder une part plus importante. Mais sans l'homme, la machine ne peut pas se développer finalement. Ce qui est logique puisque qui peut seulement le moins ne peut pas faire le plus. Des hommes ont fait écrire un roman par un ordinateur, et ils ont spécifié à un logiciel très puissant quelques critères d'histoire, puis le logiciel a raconté une histoire. Ils l'ont ensuite donné à des lecteurs aguerris, et ils ont constaté que ceux-ci n'arrivaient pas à savoir lequel entre les deux livres était écrit par un humain et lequel était écrit par une machine. Certes, mais le livre de l'ordinateur n'avait pas d'état d'âme. C'est comme s'il avait été écrit par quelqu'un qui aurait créé ce livre uniquement avec son mental inférieur, le calcul réfléchi sans intervention de son instinct. Donc sans magie, ou sans divin, mais plein d'illusions. Le résultat peut donc être beau, mais illusoirement beau. C'est comme si je compose une musique à la manière d'un artiste, il ne saura expliquer le travail de son œuvre, mais qu'est-ce qu'elle fait vibrer nos émotions. Et si le morceau est composé par un scientifique qui connaît par cœur toutes les règles du solfège, la justesse va impressionner, mais on y reconnaîtra un manque de talent, de génie si on l'écoute avec le cœur. Revenons à notre intelligence humaine. Nous avons le choix de 2 formes d'intelligence, le raisonnement qui est réfléchi avec exactitude et l'instinct qui est savoir judicieusement. Ces 2 formes d'intelligence sollicitent une concentration différente. La concentration utilisée par la réflexion a comme outil avec la logique le raisonnement issu de nos expériences factuelles, tandis que celle utilisée par l'instinct a comme outil le déconditionnement afin d'avoir l'esprit pur, propre, imperturbable. Concernant notre état d'être, lorsque nous optimisons ces processus intellectuels, par la réflexion, nous serons en conscience sans sollicitation de notre inconscience ou surconscience, et par l'instinct, nous serons méditatifs. L'état de conscience intelligente est individuel, intérieur. C'est une réflexion personnelle. L'état méditatif intelligent est connecté à l'univers extérieur. Il s'accapare notre surconscience. Et la surconscience fait partie de la conscience collective. Cette surconscience, c'est celle qui permet la propagation des nouvelles idées générées individuellement vers la conscience collective. C'est donc la prise de conscience des nouvelles connaissances planétaires universalisables, la création de la nouvelle pensée si vous voulez. Du point de vue terre-à-terre, pour le fonctionnement concret de notre cerveau, je peux faire preuve d'intelligence humaine par mon mental bas, la raison, ou par le mental haut, l'intuition. Entre les deux, il y a nous, soit le rien qui décide de tout, la liberté de penser. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Mon esprit est un vide. Regardez. Si vous pensez un instant profondément à d'où viennent vos pensées, vos idées créatrices personnellement générées, vous allez avoir ce sentiment de rien. Et forcément que mon intelligence est rien puisqu'elle est libre. Elle peut choisir ses propres pensées. Alors je vais avoir 2 cas. Soit je suis conditionné par mon environnement social, mon époque d'incarnation, je réfléchis du mieux que je peux, alors ma pensée est au dehors de mon corps physique, l'échec de l'intelligence, soit une bêtise, pourrait faire surface si je me laisse divertir. Ou alors, soit je suis conditionné par mon environnement astral, j'utilise toutes mes capacités acquises par mon âme dont je peux avoir l'usufruit, je m'écoute instinctivement du mieux que je peux, alors ma pensée est au dedans de mon corps physique, l'échec de l'intelligence, soit une bêtise, pourrait faire surface si je m'écoute non profondément. Mais n'oublions pas que nous avons besoin de parfois faire preuve d'intelligence par le raisonnement, comme lors d'un calcul financier,
quand d'autres fois, notre intelligence sera guidée par notre instinct, comme pour changer de métier, choix où il y a trop de paramètres pour calculer. Si j'utilise correctement mon intelligence, à ce moment-là, j'aurai réussi à me déconditionner totalement de tous mes conditionnements extérieurs afin de me retrouver au neutre et me conditionner uniquement à moi-même, intérieurement. Donc, en conclusion de cette partie, on va remarquer que notre système neuronal peut nous permettre des oui ou non plus fins que des intelligences moins développées, bien sûr, mais on va jamais réussir à répondre à une question qui nous sera totalement inconnue. Si vous regardez, en fait, si on va au plus fin de l'intelligence humaine, quand on pose une question en tant qu'être humain, on connaît déjà la réponse à la question. Toujours. On sait si la personne va répondre oui ou non, mais ce qu'on veut entendre, c'est comment il va dire oui ou comment il va dire non. Et c'est logique parce que comment puis-je poser une question à quelque chose que j'ignore? Il faut forcément que je connaisse le sujet pour pouvoir questionner sur ce sujet et du coup ajuster plus finement ma connaissance. Mais on a déjà le oui ou le non qui est déjà là. On va simplement chercher à l'affiner pour s'enrichir davantage et du coup après être plus rapide dans nos connexions neuronales parce qu'on aura du coup cultivé beaucoup d'automatismes qui nous permettront d'acquérir une grande précision pour générer de nouvelles pensées qui bien sûr nous permettront d'éventuellement faire de nouveaux actes. Donc bien sûr, ça marche que si c'est des questions de besoin. Si c'est des questions où je souhaite découvrir quelque chose, où je connais rien au sujet, là finalement je risque de poser une question déjà maladroitement parce que je connais pas le domaine, et ça reste juste une ouverture d'esprit. Mais cela n'est pas un intérêt de besoin qui servirait pour mieux se connaître soi-même. Passons maintenant à notre deuxième partie, la définition du cerveau de l'être humain. Par le principe de la vie, comme tout est toujours en mouvement, soit on s'enrichit, soit on s'abrutit. Énergétiquement, nous pouvons conceptualiser notre cerveau en 3 zones clairement identifiables. Une sphère centrale de 2 cm de diamètre, une zone intermédiaire de 4 cm de diamètre et une couche externe de 7,5 cm. Bien sûr que c'est une proportion qui varie selon l'âge, le sexe, etc. La petite zone, je l'appelle la sphère noire. C'est une sphère où il nous est impossible d'aller en conscience. C'est celle qui tient notre intellect, cadre nos structures mentales réflectives. Ce qui est pratique, ça permet de ne pas devenir fou, parce que si on ouvrait tous les potentiels intellectuels, on ne saurait plus quoi choisir. Donc nous n'aurions pas de possibilité de chemin de réflexion structuré. Comment s'utilise cette petite sphère? Eh bien, vous voyez, quand on parle, c'est incroyable comme nous sommes doués, car j'ai juste à penser à quelque chose, et je n'ai même pas besoin de penser aux mots que je dois utiliser pour dire ce à quoi je pense. Mon cerveau va chercher tout seul ces mots. Et si tu penses la même chose que moi, naturellement tu vas dire la même chose oui, mais avec tes mots. Par exemple, en langue française, j'ai environ 10 000 mots que j'utilise quotidiennement, qui sont différents des tiens. Leur utilisation se fait en pensant consciemment, mais c'est inconsciemment que je vais chercher mes phrases dans cette petite sphère. Et cette liste de mots enregistrés qui nous permet de faire nos phrases qui sont personnelles, j'appelle ça la structure magique. C'est comme une base de données informatique. Cette sphère, je n'y ai pas accès consciemment. Et heureusement, sinon les dires seraient incohérents si je changeais en permanence ma façon de parler. C'est la deuxième zone qui fait évoluer notre sphère noire. La zone de 4 cm est celle de la conscience pensée, soit la pensée actuelle permanente. Elle peut être influencée par les réflexions, les réactions ou les intuitions. Donc notre petite sphère noire se construit en permanence par l'apport d'outils réfléchis qui arrivent depuis la deuxième zone. Afin d'enrichir nos capacités intellectuelles, nous allons donc, par cette deuxième zone, faire rentrer de nouvelles données à la sphère noire. Le processus est simple, plus je vais penser à quelque chose, plus je vais en parler, plus cette chose va toucher la frontière entre ces deux zones jusqu'à la faire céder et ainsi, par exemple, passer un nouveau mot dans la mémoire de ma sphère noire. Et inversement, je devrais arrêter longtemps quelque chose afin de le faire sortir de la sphère noire. Et dans le cas d'une arrivée de quelque chose qui est violent, comme une image extrême choquante de réalité, à ce moment-là, ça va pousser directement dans la sphère noire et là, ça pourra m'amener à un traumatisme, qui pourra amener aussi du déni, parce que je n'aurai pas contrôlé du tout. Donc c'est dans la sphère noire, mais sans passer forcément par une bonne prise de conscience dans la zone intermédiaire. La donnée sera tellement rapidement arrivée que finalement elle peut pendant des années ne pas être gérable et je peux rester dans le déni longtemps d'un traumatisme. J'arriverai plus à la faire passer dans la zone intermédiaire pour pouvoir l'expulser complètement de mon cerveau. Et je parlais du coup d'un nouveau mot qu'on peut mettre dans la mémoire de la sphère noire. Et attention à ne pas confondre avec la mémoire directe. Par exemple, je peux me souvenir d'un mot que j'ai appris et que j'ai oublié, mais ce mot n'étant plus dans ma structure magique,
je m'en souviens par quelque chose d'autre issu de ma structure magique, et c'est 10 000 mots. Autrement dit, toute notre conscience pensée est aidée par cette zone qu'elle construit en partie. Elle est aussi construite par les conditionnements, par exemple, comme le cas des traumatismes. Concernant la troisième zone, la couche externe, c'est le lieu des informations extérieures. Et de ces informations extérieures à moi, je choisis à chaque instant soit d'accepter de faire passer l'information dans la zone intermédiaire, voire par la suite dans la sphère noire par les frontières, bien sûr, soit je vais rejeter l'information que je vais naturellement oublier. Par exemple, si je vous dis « ne pense pas à un éléphant rose », la donnée arrive dans votre couche externe, car si elle arrivait seulement à la frontière extérieure de la zone de 7,5 cm et était de suite rejetée, cela voudrait dire que vous m'auriez entendu mais pas écouté et donc oublié immédiatement la phrase. Donc, ne pense pas à un éléphant rose est dans la couche externe. Maintenant, la phrase est peu intéressante, vous allez choisir de la déconsidérer et ainsi demain vous l'aurez sûrement oubliée. Elle ne passe pas dans la zone intermédiaire. À l'inverse, si je vous demande « sais-tu pourquoi les éléphants sont gris ?» Votre réponse est non, ma réponse, pour ne pas confondre avec les fraises des bois. Dans ce cas, même si nous parlons toujours d'éléphants, la blague peut vous intéresser. Par suite, vous choisirez de la faire passer dans votre zone de conscience pensée, zone contrôlée, afin de faire rire quelqu'un à votre tour. Vous voyez, on a une mise en mémoire tampon là. Nous avons donc la couche externe où toutes nos pensées naissent avec ce que nous vivons. Notre zone intermédiaire qui nous permet de choisir, soit de renvoyer à la frontière externe pour se libérer de pensées qui paraissent ne pas nous correspondre. Soit nous utilisons régulièrement ces nouveautés externes afin de les installer dans la sphère noire, et ainsi ne plus avoir à y penser. Vous voyez, c'est comme quand quelqu'un dit « Comment arrives-tu à faire ceci ou cela ?» et que votre réponse est « Je ne sais pas ». C'est la sphère noire qui a travaillé toute seule. Donc dans ce cas, bien sûr, bravo à vous pour cette capacité intégrée et maîtrisée. Nous pouvons maintenant passer à la troisième partie, comment utiliser correctement notre cerveau. Nous abordons les deux aspects les plus importants dans la gestion de notre pensée, le conscient et l'inconscient. Je ne vais pas parler de la surconscience et du système nerveux qui vont avoir d'autres rôles qui sont assez spécifiques mais qui ne sont pas dans la globalité vraiment directe de l'utilisation de notre cerveau. Ça reste un plus si vous voulez, c'est pas l'essentiel. On n'est pas là pour parler de l'instinct de survie par exemple. Alors, on dit qu'on utilise environ 10% de notre capacité intellectuelle. C'est faux déjà parce que tout est actif en permanence. Nous n'avons pas 90% qui est mort. Ce n'est pas parce que ce n'est pas utilisé consciemment que ces 90% dorment. De plus, imaginez être en conscience à 100% de ce que vous faites, cela serait insupportable et de surcroît, votre réserve de concentration se viderait à vive allure. Le temps de concentration humain en pleine conscience, donc en utilisant uniquement le conscient, étant déjà seulement possible sur quelques minutes, si c'est du 100%, cela durerait quelques secondes, donc inutile pour la vie du quotidien. Ma pensée, c'est comme un jardin. Pour exactitude, 13% du temps, je fais les choses consciemment, et 87% du temps, je fais les choses inconsciemment. Durant les 13%, je plante mes graines et 87% du temps, j'attends qu'elles germent. Puis je récolte mon travail. J'ai progressé en capacité. Par exemple, si j'apprends la musique, 13% du temps, j'apprends mes gammes, 87% du temps, je les répète machinalement. Si je suis en surconcentration, je ne sais plus ce que je fais, donc je sature ma terre. Trop de conscient, sans respiration. Du coup, les graines ne pourront pas germer. Si je suis en négligence, je ne vais pas planter de graines, j'apprends mal mes gammes. Et du coup, mon inconscient œuvrera avec de mauvaises informations, je vais apprendre faux, prendre de mauvaises habitudes. Et ma terre donnera peu car pas assez de graines plantées. Donc il faut planter correctement ces graines et en bonne quantité. Nous devons donc œuvrer consciemment 13% du temps pour avoir un résultat de vie. Le reste n'est que laisser faire. Et pour ce qui est de générer consciemment son inconscience, je vous renvoie vers la formation sur les généralités des 7 humanités. Voilà. Les plus grandes prises de conscience d'êtres humains ont toujours commencé par une grande partie d'inconscience. Bonne journée à tous.